Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Social Café, une émission aujourd'hui consacrée à la pollution et aux solutions pour les réduire. À l'échelle de la santé, depuis 2015, la pollution serait devenue plus meurtrière que le tabac. Et à l'échelle environnementale, si la question n'était pas au cœur des préoccupations il y a quelques années, Ugo Franceschi nous montrera que certains de nos aînés s'inscrivaient déjà dans une démarche plus respectueuse de l'environnement. Nous partirons ensuite dans le Var où vos cheveux deviennent des filtres à hydrocarbures. Comment est-ce possible? Mathilde Couvillère-Flornoy nous présente Coiffeur Juste, une association qui existe depuis 5 ans. Innover pour polluer. Robots intelligents, coopératives éco-responsables. Nous verrons tout ceci avec Thomas Glavieux-Moreau. Et enfin, comment réduisez-vous au quotidien vos déchets? C'est la question que nous vous avons posée hier sur Twitter. Vous avez été nombreux à réagir et Yanis Mehdi a été très réactif et très prêt pour récupérer vos réactions. Nous sommes ensemble pour 20 minutes. Social Café, la pollution, enfin le déclic, c'est le thème de cette émission et ça démarre maintenant. Et on démarre ce Social Café avec le coup d'œil dans le rétro d'Ugo Franceschi. Et ce n'est une surprise pour personne, la pollution est l'un des facteurs majeurs du réchauffement climatique. En cause, les émissions de gaz dites à effet de serre. Pour bien comprendre l'urgence, en 20 ans, les émissions mondiales de dioxyde de carbone ont augmenté de 55%. Devenu aujourd'hui un enjeu pour les pouvoirs publics. Ugo Franceschi, nous remontons un peu le temps avec vous pour voir ce que faisaient les anciennes générations. Eh bien, malheureusement, Alban, je suis désolé de constater que les anciennes générations ne faisaient pas grand-chose non plus en matière de pollution. Alors, autant vous dire que je suis remonté très très loin pour ça. Je suis remonté jusqu'au Moyen-Âge ou même à la Renaissance. Alors, comme je vous le disais, à cette époque-là, la pollution, c'est pas vraiment le sujet de société qu'on aborde avec ses copains autour d'une petite cervoise servie à la taverne après les moissons. Non, aujourd'hui, la pollution, elle nous préoccupe, surtout parce qu'on sait qu'elle peut déformer les paysages et parce qu'on sait que plus on est vieux, plus on est sensible à la pollution et donc plus elle peut devenir dangereuse pour nous. Or, vous le savez, au Moyen-Âge ou à la Renaissance, quand vous aviez plus de 40 ans, vous étiez déjà un senior, un vieux. Donc forcément, la pollution, c'était pas le premier de leurs soucis à ces habitants-là du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et alors du coup, à partir de quand il y a eu cette prise de conscience? Eh bien, c'est tout d'abord, Alban, en fait, à partir du moment où l'homme a remarqué que les déchets qu'il produisait étaient bien supérieurs à la pollution dite naturelle. Alors, dire ça implique forcément une définition de ces deux types de pollution. Pour résumer, Alban, la pollution naturelle peut s'incarner dans un pet de vache, si vous voulez. Alors, je m'explique quand même là-dessus. Il faut savoir que, oui, les flatulences bovines voilà, peuvent libérer ce qu'on appelle du méthane, qui est un gaz extrêmement polluant, car il participe à l'effet de serre. À l'effet de serre, exactement. Voilà, il troue la couche d'ozone. Et oui, donc voilà, la planète, quelque part, en fait, se pollue elle-même. Elle se pollue naturellement. Et ça semble difficile d'empêcher ça, parce que ça semble difficile d'empêcher toutes les vaches du monde de péter en même temps, évidemment. Pourtant, cette pollution, eh bien, elle est presque minime par rapport à toute celle qui est engrangée par l'espèce humaine. Et oui, puisque c'est au 19e siècle que l'homme commence vraiment à devenir un vrai pollueur. Alors déjà, même avant ça, on pourrait dire que les humains ont toujours été un peu des professionnels en ce qui concerne de creuser des montagnes, raser des forêts ou assécher des fleuves. Et ça participe déjà à la pollution, parce que forcément ça perturbe l'équilibre de certains écosystèmes. Pourtant, c'est surtout avec la révolution industrielle, comme vous le disiez au 19e siècle, Alban, que la pollution augmente drastiquement dans la plupart des pays du monde. Tout simplement parce qu'on exploite le pétrole, on fait de grandes exploitations fermières, on exploite le charbon, et puis il y a aussi la production à la chaîne qui est très intense et qui conduit forcément à une surexploitation de nos ressources naturelles et donc à une multiplication des agents polluants. Et comment faisaient du coup les anciennes générations, puisque
Il y a forcément des personnes qui devaient vouloir réduire cette pollution. Ah bah toujours, il y a toujours des irréductibles gaulois, hein, Alban, vous le savez. Eh bien, oui, c'est vrai, hein, à chaque conflit, il y a son petit groupe de hippies qui s'y opposent. Et déjà, dans les années, parce qu'à l'origine c'était ça, hein, comment faisaient nos aïeux, eh bien, dans les années 30-40, j'ai découvert un mouvement qui se faisait appeler le premier mouvement des déconsommateurs, voilà, qui est apparu en Europe. Et en fait, c'était pour la plupart donc, des Européens qui étaient conscients donc, de la pollution engendrée par l'homme. Et ils avaient donc décidé, cette petite minorité, de planter leurs propres fruits et légumes, par exemple, et de ne pas utiliser d'intrants ou de pesticides, déjà en 1930 et en 1940. Hein, on est même avant la Seconde Guerre mondiale et les grandes industrialisations, notamment agricoles, qui sont arrivées après. Et puis, certains sont même allés plus loin, puisque des femmes qui faisaient partie de ce groupe de déconsommateurs, donc en l'occurrence des déconsommatrices, eh bien, elles fabriquaient du savon ou bien du beurre à partir de leur lait maternel. Et oui, ça peut exister, Alban. Et aussi, ils pouvaient utiliser de la laine d'animaux sauvages ou même des fibres de végétaux pour confectionner leurs propres vêtements. Et donc, en fait, éviter de consommer et donc éviter d'exploiter la terre pour la polluer. Très bien, et une pratique donc de déconsommation qui revient à la mode puisque l'an dernier, un Français sur 30 l'a essayé. Merci Exactement. Hugo Franceschi. Dans mon café, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Couvillère-Flornoy pour la Minute Innovation. Pas du tout innovation, non, je vais initiative, merci, initiative. Oui, vous Mathilde, ce qui vous intéresse, ce sont les initiatives. Selon une enquête menée en 2019 par l'ONG Transport et Environnement, les ports de Marseille, Nice et Toulon font partie des 50 ports les plus pollués d'Europe. Alors si je vous dis qu'avec vos cheveux, vous pouvez aider à diminuer cette pollution, vous n'allez pas me croire. Et pourtant, Thierry Gras, coiffeur dans le Var, les récupère pour en faire des filtres à hydrocarbures. Mathilde, expliquez-nous tout. Il nettoie les océans avec vos cheveux. Thierry Gras est le fondateur de l'association Coiffeur Juste, basée à Brignoles dans le Var. Il a eu une idée insolite. En fait, il collecte les cheveux coupés dans les salons de coiffure partout en France, en Espagne, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg pour leur donner une seconde vie, une vie écologique. Et en fait, l'idée lui est venue quand il s'est rendu compte que 50% de ces déchets en fait, c'était des cheveux. Oui, en fait, il s'est demandé comment il pourrait réutiliser nos cheveux. Et en fait, les cheveux ont de nombreuses propriétés intéressantes. Ils sont par exemple hydrophiles, donc ça veut dire qu'ils absorbent l'eau. Ils sont aussi de très bons isolants, ils absorbent les matières grasses et ils ont la particularité d'être très solides. Donc Thierry Gras a décidé de fonder l'association Coiffeur Juste pour transformer les cheveux en filtres à hydrocarbures pour les porcs. Et donc en fait c'est l'ensemble des coiffeurs qui mettent les cheveux dans des sacs et les envoient finalement à cette association. Oui, les cheveux récupérés par l'association sont ensuite envoyés à des établissements d'aide par le travail avec qui ils sont partenaires. Et en fait, ils vont reconditionner ces cheveux. Ils vont créer des sortes de petits boudins de cheveux. Alors en fait, ils vont mettre les cheveux dans des sortes de chaussettes. Et ça va former des boudins qui vont absorber par exemple le fond de cale des bateaux de plaisance. Parce que souvent, il y a de l'huile qui stagne et après, ça se déverse justement dans l'eau des ports. Et ces filtres vont absorber donc tous les hydrocarbures. Ils peuvent être lavés après dans des bacs et on peut les réutiliser jusqu'à 6 fois. Alors on l'a vu, vous nous le dites, hein, ces filtres dépolluants sont bien pratiques, mais qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on les a utilisés 6 fois ? Déjà, les filtres ne servent pas que dans les ports de plaisance, ils servent aussi par exemple à absorber en cas de catastrophe environnementale les marées noires, ça arrive, donc on les met en bord de plage. Mais une fois qu'on a utilisé ces filtres, ça ne reste pas un déchet justement, on les réutilise comme isolants, parce que je l'ai dit tout à l'heure, les cheveux sont de très bons isolants. Et, pour les maisons oui, voilà, c'est ça, exactement. Et ils peuvent aussi être utilisés comme fertilisants dans votre jardin, comme renforçateurs de béton ou encore comme filtre à eau. Alors ça fait 5 ans que l'association existe, déjà 5 tonnes de cheveux récupérés, récoltés. C'est quoi la suite ? Actuellement, environ 300 coiffeurs ont accepté de recycler les cheveux de leurs clients pour faire un geste écologique. Maintenant, l'étape supérieure, c'est l'association Coiffeur Juste qui aimerait se faire sponsoriser par des marques de cosmétiques pour avoir justement sur leur sac en papier. Parce que pour l'instant, en fait, les sacs sont donnés au salon de coiffure et sont aux frais en fait, de l'association. Et Thierry Gras pense également que pour aller plus loin dans cette idée écologique, il souhaiterait que les sacs soient envoyés directement dans les commandes des coiffeurs. Comme ça éviterait, ça pourrait réduire l'empreinte carbone et justement les sacs seraient envoyés à l'association comme ça. Ok. Parce que pour le moment ils sont envoyés par transport routier. Oui.
Voilà. Et est-ce que l'association est soutenue par des partenaires? Ah oui, l'association s'est développée avec des acteurs du territoire de la Provence verte et en fait à terme ils voudraient créer de futurs containers à cheveux pour pouvoir réunir tout ça et pour pouvoir faire marcher l'association. Et donc on encourage tous les coiffeurs du Var et même d'ailleurs à s'engager dans cette initiative. Une initiative en lien d'ailleurs avec un autre enjeu qui est de réduire l'impact du transport maritime sur la planète. En 2015, c'est près d'1 milliard de tonnes de dioxyde de carbone qui a été émis par l'ensemble du parc maritime. Merci Mathilde Couvillère, Flornois. On passe maintenant, cette fois-ci, c'est la bonne, aux initiatives, toujours pas, aux innovations du coup par Thomas Glavieux-Moreau. Et je parlais du transport maritime qui émet beaucoup de dioxyde de carbone, de gaz à effet de serre. Il y a un autre secteur qui en émet également énormément, c'est le secteur agricole. À l'échelle mondiale, il en est responsable de 24%. Alors pour réduire ce chiffre, de nombreuses innovations voient le jour. Thomas Glavieux-Moreau, vous nous proposez un tour d'horizon avec 3 innovations que certaines entreprises ou particuliers ont mis en place, et on démarre avec des robots a priori très intelligents. Ils sont très intelligents même ces robots, puisque depuis plusieurs années maintenant, des entreprises se mettent à créer des robots qui sont désherbants et qui permettent de le faire sans utiliser ni de produits chimiques ni de produits contestés. Donc du coup vous me direz, dans l'agriculture actuelle, c'est tout ce qui est recherché, et ils rajoutent même une chose supplémentaire, ces robots, puisqu'ils utilisent ils sont équipés de panneaux solaires pour fonctionner. Donc voilà, ils ont tout bon ces robots. Et puis ils sont surtout créés par une entreprise qui est ici dans ce hall 4 du salon de l'agriculture. C'est l'entreprise Nayo Technologies. Nous les avons reçus ce matin dans À travers champs. Ils nous ont un petit peu expliqué en quoi consistait leur robot désherbant. Il a un nom d'abord, ce robot, il s'appelle Ose, et selon leur dire, ce robot permet un binage bien sûr, puisqu'il bine tous les types de terrain, et cela vaut 2 arrosages normalement. Et puis les passages réguliers d'Ose, qui est donc le robot, permettent de limiter la perte d'eau par évaporation. Et puis également avec Ose, vous passez de l'utilisation d'herbicides, aucun risque de pollution pour vos sols et vos eaux. Et donc un robot qui est déjà utilisé. Et on enchaîne avec le deuxième point, où là vous nous présentez une coopérative respectueuse de l'environnement. Ah oui, là elle est même très respectueuse de l'environnement, puisqu'elle se nomme Agri Confiance. C'est une marque de certification qui a été inventée et portée à 100% par des coopératives agricoles en matière environnementale. Agri Confiance est fondée sur la mise en place d'un cahier des charges et d'une certification qui est très simple et évoquée directement sur le site: système de management de la qualité et de l'environnement de la production agricole. Donc voilà, ils ont absolument tout compris. Et est-ce que concrètement la mise en place de cette mesure, elle fonctionne? Et elle a été très suivie, cette mise en place, puisque maintenant c'est 123 coopératives qui sont en France, soit 32 000 quand même, 32 440, je ne sais pas si vous vous rendez compte Alban, 32 440 exploitations qui sont adhérentes de Agri Confiance, avec des thèmes qui sont bien précis dans ce cahier des charges. On peut notamment nommer une certification qui prouve l'engagement de tous les intervenants de la chaîne de production, de l'agriculteur coopérateur à l'entreprise de transformation et ou de commercialisation. Une traçabilité également totale du champ à l'assiette, ce qui est très important pour les Français qui veulent faire attention à tout en ce moment. Critère essentiel de réassurance, comme ils le disent, l'assurance également d'un produit 100% made in France, et puis enfin un engagement environnemental reconnu. C'est tout ce que veulent les Français, et surtout une agriculture très propre. Donc une coopérative qui vraiment appuie sur son sérieux. Et pour terminer, ce n'est pas une innovation que vous nous présentez, c'est plutôt une pratique qui n'est pas encore ancrée vraiment dans nos esprits. De quoi s'agit-il? Dans l'esprit des gens, effectivement Alban, puisque pour finir, nous allons parler d'une des plus grosses innovations. Là, vous allez me dire, ça va être quelque chose d'exceptionnel, et en fait non. Enfin, si, mais non. C'est juste manger local. Manger local, c'est
Voilà, vous allez me dire oui, mais c'est pas l'innovation qui va faire la chose, et pourtant trop peu de personnes le font pour le moment, et c'est bien dommage puisque nous trouvons des produits qui sont très très intéressants à proximité de chez nous. Même vous qui nous regardez d'ailleurs, qui n'a jamais pris la petite mûre dans le rosier qui n'est pas très loin, qui n'a jamais pris un fruit dans le champ d'à côté. Alban, je vous pose même à vous la question, qui ne l'a jamais fait? Je pense qu'on ne répondra personne puisqu'on le fait tous. Et puis, si les consommateurs le faisaient encore plus, bien sûr, pas en prenant dans le champ d'à côté, mais en allant voir on ne se sert jamais, mais en allant voir le producteur qui est juxtaposé à sa maison, cela changerait énormément de choses, puisque Alban, savez-vous pour combien de pourcents comptent les transports de nos produits sur l'empreinte carbone? Oh là, comme ça, à la louche, je dirais 20%, mais vous allez me donner la réponse? C'est au moins 20%, puisque c'est exactement 25%, un quart de l'empreinte carbone. C'est aussi 1% de plus que les gaz à effet de serre que provoque le secteur agricole à l'échelle mondiale. Alors c'est urgent, très urgent même, que certaines personnes se le mettent en tête et que ça devienne une habitude pour eux, puisque c'est bien de manger une tomate espagnole, mais alors si on peut manger celle de son jardin, c'est encore mieux. Et on va compléter en disant que également 3 quarts du gaz à effet de serre, 3 quarts des gaz à effet de serre sont émis durant la phase de production, et la consommation de produits d'élevage représenterait autour de 63% des émissions liées à l'alimentation. Ce qui est énorme. Merci Thomas Glavieux-Moreau. Et c'est maintenant l'heure de voir ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux avec Yanis Mehdi. Yanis Mehdi, vous installez dans le café. On va voir ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. On a posé une question au Twittos. C'était comment réduisez-vous vos déchets au quotidien? Apparemment, il y a eu de nombreuses réactions. Vous nous en avez sélectionné quelques-unes. Alors chaque année, chacun d'entre nous jette près de 568 kg de déchets. Réduire ce nombre est un nouvel enjeu qui n'a jamais autant été d'actualité. Mais comment? Ce n'est pas toujours si simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que la différence est souvent faite lors de l'achat des courses. Alors je ne parle pas d'usage de sacs réutilisables, j'espère que vous le faites ça, Alban. Non, J'ai mes sacs quand je vais faire mes courses. C'est très bien. Je parle carrément d'acheter ces aliments en vrac. Alors malheureusement, ce n'est qu'une minorité de grandes enseignes qui proposent cette option. Cet internaute le fait remarquer d'ailleurs. J'évite d'acheter des produits suremballés, mais c'est souvent mission impossible en grande surface. Donc ça, c'est votre voix quand vous lisez les tweets. C'est un internaute, Alban. Alors je ne vous le fais pas dire, Yannis, je parle de l'internaute. Et pour réduire leurs déchets, certains ont la même astuce. Il y a plusieurs réponses similaires, qu'il s'agisse d'être muni de gourdes, de trier ses déchets ou même d'abandonner le plastique. Alors c'est le cas d'Aftermath, @Bastiche. J'ai toujours ma gourde sur moi pour éviter les gobelets. Le midi, je prépare un repas pour éviter les emballages des fast-food et leur nourriture pas très écolo. Et à la maison, plutôt que de stocker avec des films plastiques jetables, je mets dans des tupperwares. Alors c'est très bien, Bastiche, et pas que pour l'environnement, parce que ça fait aussi des économies. Mais cette prise de conscience contre le plastique ne se fait pas seulement chez quelques individus, mais dans toute l'Europe. En 2017, 28 pays d'Europe sont à eux seuls responsables de 18,5% de la production de matières plastiques mondiale. Ce chiffre suscite une large mobilisation pour mettre un terme à cette surproduction de plastique. Ainsi, en mars 2019, le Parlement européen adopte l'interdiction de produits plastiques de grande consommation d'ici 2021. Au total, une dizaine de catégories de produits sont concernées, dont les pailles, les cotons-tiges ou encore les touillettes à café. Et pour limiter cette consommation de plastique, même des entreprises se lancent dans l'initiative. Alors, comme nous explique cet autre internaute, dans mon entreprise, le distributeur propose plusieurs prix pour le même café. Exemple, un café avec son gobelet carton coûte 60 centimes. En revanche, ce même café en insérant notre mug est à 32 centimes. Quelques centimes, certes, mais qui fait toute la différence à son échelle. Ouais, donc on se fait plaisir pour le portefeuille et en même temps on sauve la planète. Sinon, vous pouvez nous faire comme l'internaute Nour Imen. Toujours apporter son gobelet, sachet, paille, ustensiles, etc. pour éviter le gaspillage et ramasser au moins un déchet par terre tous les jours. Donc comme elle dit, sortez avec votre cuisine dans votre sac, juste au cas où. Mais non, blague à part, elle n'a pas si tort. Si chacun ramasse un déchet tous les jours, la planète serait quand même plus propre, même si l'idéal serait évidemment de ne pas en jeter en premier lieu.
Merci, merci Yanis Mehdi. Idéal pas mal avec l'égérie, la vache égérie du salon qui s'appelle comme ça. Demain, nous parlerons justement du bien-être animal. La question posée, eh ben, on va vous la poser. C'est la question, eh ben, on va vous la poser. Sauf si vous l'avez, Yanis. Alors écoutez, je pense qu'on la changera pas. Oui, c'était sur le véganisme. Tout à fait. Quelles sont les raisons qui font que vous pourriez devenir vegan ou que vous n'êtes pas vegan? C'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas à y répondre. Nous répondrons plus tard dans une prochaine émission. Merci Yanis Mehdi. On compte sur votre œil avisé pour justement nous sélectionner d'autres réactions. C'est la fin de ce Social Café consacré donc à l'environnement et à la pollution. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons pour une autre émission. Et d'ici là, prenez soin de la planète. Merci.